Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Grand Palais à Paris. Je suis Chris Dercon, je suis le président de la réunion de musées nationaux et le Grand Palais. Et vous avez vu et entendu la fanfare Kimbangwist de Kinshasa. Oui, on va parler des fanfares comme sans doute révélateurs d'un conflit dans une situation de crise. Si on dit situation de crise et les fanfares, je pense tout de suite évidemment aux sculptures publiques. Et on va parler effectivement des sculptures publiques. Les sculptures publiques, pour qui et pourquoi. Avec à Bruxelles, Sami Balochi qui est né en 1978, qui est un artiste. Il est né dans la province de Katanga, à la ville Lubumbashi. Et Sami Balochi, c'est un artiste polyphonique. Et c'est le Grand Palais qui a demandé à Sami Balochi de concevoir deux sculptures publiques pour l'entrée du Grand Palais, à côté du porte Clémenceau, derrière le statut de général de Gaulle, qui est là depuis 2000. Le sculpteur était Jean Cardot. On va parler des liens, on va parler des juxtapositions. Et Sami Balochi a conçu deux instruments musicaux surdimensionnés. Et le titre de ce travail, de nouveau un fanfare, Johari Brass Band. Et avec nous ce soir est aussi Dominique Taffin. Dominique Taffin est conservatrice générale et directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Mais elle était aussi directrice des archives en Martinique de 2001 à 2009. 2018. 2018, voilà. On va parler évidemment de Martinique parce que là aussi, il y a des questions autour des sculptures publiques. Et il y a aussi Yves Le Fur. Bonsoir Yves. Yves est directeur du département du patrimoine et des collections au musée Quai Branly. Et depuis toujours, il travaille sur le dialogue des cultures. Il était responsable pour la première exposition de l'ouverture du musée Quai Branly, une exposition qui s'appelle D'un regard l'autre, histoire des regards européens sur l'Afrique, l'Amérique et l'océan. On va évidemment ce soir aussi parler des regards. Et puis, il y a Simon Nanchami. Simon est écrivain, critique d'art, spécialiste de l'art africain contemporain et vous le connaissez sans doute parce que c'est lui qui est responsable de cette exposition formidable en 2005 au Centre Pompidou qui s'appelait Africa Remix. Il était rédacteur en chef et cofondateur de la Revue Noire. Et évidemment, on va parler avec Simon de cette question. La question, est-ce qu'on a besoin d'un musée? Qu'est-ce que ça veut dire si on parle de l'art africain contemporain? Mais d'abord, Sami Balochi. Brass Band, Johari, deux sculptures devant l'entrée du Grand Palais. Sami. En fait, à propos des sculptures, je pense qu'il y avait une commission du Grand Palais quand tu m'as contacté pour que je travaille. À la fois, tu donnais un état des lieux, c'est-à-dire l'histoire du bâtiment, enfin le Grand Palais, et sa raison d'être, qui était celle des expositions et, en vogue à l'époque, sachant que avant cela, il y avait déjà à Londres, avec le Crystal Palace, déjà d'autres expos internationales qui avaient déjà eu lieu, ou encore à Tervuren. Et donc, tu me présentais ce cadre du Grand Palais ou de l'existence du Grand Palais. Et après, tu me parlais également de la question de l'exposition en 1966 avec Léopold Sédar Senghor autour de l'art nègre. Et de même que tu évoquais la question de Afrique 2020. Et l'idée, c'était de mettre tout ça en écho autour d'une création qui serait présentée sur ces deux socles vides et qui, depuis l'origine depuis
enfin, depuis la création du bâtiment, ces deux socles n'ont jamais été occupés. Évidemment, en pensant aux questions d'exposition internationale qui, d'une part, faisaient valoir le progrès industriel d'une part, mais aussi la conquête des colonies qui étaient présentées dans ces expositions internationales, l'idée, c'était de trouver un élément assez intéressant qui pourrait faire une analyse temporelle qui soit plus large que juste à intervenir sur ce socle par rapport à l'actualité. Et une des choses qui semblait beaucoup plus intéressante pour moi, c'était de m'intéresser à l'histoire du brass band que j'ai connu finalement grâce aux archives de William Shepard, qui était un missionnaire afro-américain qui est arrivé au Congo déjà vers les années 1890, avec d'autres missionnaires afro-américains, avec l'idée de pouvoir amener les frères congolais à pouvoir devenir responsables ou répondre à l'occupation belge qui se vivait à la fois au Congo et dans le continent. Et donc, Shepard va beaucoup travailler ou beaucoup écrire sur la condition ou les conditions de travail des Noirs au Congo, ce qui va entraîner effectivement des moments assez forts jusqu'à ce que Alice, une missionnaire anglaise, puisse faire des photos qui vont faire le grand scandale qui fera que le roi Léopold va perdre le Congo en 1906. Mais sauf que ce qui est intéressant avec Shepard, c'est qu'à l'arrivée, il va aussi créer ce mouvement de brass band au Congo. Et je suis tombé sur une des images où j'ai vu un groupe de musiciens congolais avec des tambours et des saxophones, et c'est assez impressionnant. Et je me suis intéressé à l'histoire du brass band, et il s'avère qu'il y avait des forts liens avec à la fois les révoltes de Saint-Domingue, qui vont en quelque sorte précipiter le départ de l'armée française dans la Louisiane française, qui était une colonie française. Et c'est au moment du départ de l'armée française en Louisiane que ces instruments vont passer aux mains des esclaves et intégrer forcément toute cette culture musicale qui se vivait déjà au niveau de cet espace assez connu qui est le Congo Square, et qui va intégrer aussi le marching band et notamment être à l'origine forcément du jazz, qui est une culture beaucoup plus mondiale aujourd'hui. Cet élément m'intéressait d'une part, et d'autre part, je voulais aussi mettre en avant l'idée d'exposition ou ces expositions internationales, comment elles ont évolué et comment elles se présentaient et comment l'ailleurs qui était exotique était présenté. Et c'est assez intéressant de se rendre compte que finalement, il y a d'une part la conquête du Nouveau Monde ou des Nouveaux Mondes a notamment entraîné le déplacement des plantes. Et ça se passait dans ce qu'on appelait les Wardian Caves. Et les Wardian Caves, c'était des petites boîtes à verre dans lesquelles on intégrait des plantes et qu'on pouvait ramener facilement en Europe. Et le Crystal Palace qui va se construire finalement vers les années 1850 va partir effectivement du Wardian Cave, mais vraiment de manière élargie, ou alors la verrière qu'on voit aussi au Grand Palais. Et donc tout ce lien devenait assez intéressant d'une part, et d'autre part, il y a aussi toute la question de l'art nouveau, dans ce sens que je pars du cas de Vels, Cambre, qui va être l'inspirateur de l'école de la Cambre, et qui va s'inspirer des tatouages qui lui-même aura vu pendant les expositions internationales qui se sont passées ici en Belgique. Et donc, je tissais tous ces liens pour pouvoir construire une pièce qui traverserait forcément une temporalité, mais avec une idée à la base qui est celle de ce moment de révolte, ce moment de victoire ou ce moment de reprise finalement d'un instrument, mais évidemment à l'image de ce sociologue ou anthropologue indien Appadurai, quand il parle de la question de social life of things,
c'est de voir comment finalement ces instruments changent de signification quand ça part de l'armée française ou de l'armée coloniale vers un usage populaire, un usage qui devient un usage à des expressions identitaires. C'est ça ma réponse par rapport à ton invitation. Merci Samy. Tu parles des liens, tu parles des tissages. Et il y a évidemment aussi un lien qui n'est pas voulu, mais la vie est comme ça parce que les deux sculptures sont dans le planning depuis presque une année et demie. Mais la création, le dévoilement de ces deux sculptures, dévoilées en octobre, ils vont rester sur place jusqu'au fin février, jusqu'au 24 février, pour revenir à l'ouverture du nouveau Grand Palais en 24-25. La création de ces deux sculptures tombe au milieu d'une crise. J'ai parlé au début qu'il y a un conflit, il y a une situation de crise. Je ne vais pas si loin d'utiliser le terme interregne, qui était quand même un terme que Gramsci a introduit quand il était en prison à Torino dans les années 20. Il a utilisé ce terme pour dire, écoutez, on vit dans une situation où l'ancien n'a pas encore disparu, et le nouveau n'est pas encore né. Et il a utilisé le terme interregne. Et la crise des années 20, après la Grande Guerre, se ressemble aussi à la crise qu'on vit aujourd'hui. Et une expression de cette crise, c'est justement, est-ce qu'on a des sujets, des instruments pour adresser cette crise? Et on a l'impression que c'est les sculptures publiques qui font ça. Parce que quand on voit la presse mondiale, quand on voit même la presse régionale, même la presse outre-mer, on parle d'une colère mondiale quand on parle des sculptures publiques. On parle à Lyon d'une liste, qui est établie par les internautes lyonnais qui se sont mobilisés. Ils ont constitué une carte des monuments qui honore les figures esclavistes. À Pau, ici en France, une statue commémorant l'abolition de l'esclavage est dégradée. Donc il y a une colère locale, mais aussi une colère mondiale quand on parle des sculptures publiques. Évidemment, je dois utiliser le terme Black Lives Matter. Comment ça se fait que... comment tu penses que ces deux sculptures peuvent répondre à cette crise, à ces conflits adressés par la presse, et on retrouve au milieu de cette crise les statuts publics? Ouais, moi, je trouve intéressant que tu aies en quelque sorte en perspective. Il date d'il y a des années. Et à l'époque, il n'était pas encore, il ne s'agissait pas de cette question de crise qui va se mettre en place pendant le confinement ou le mouvement Black Lives Matter. Même alors, effectivement, il y avait déjà ce besoin de questionner les statuts coloniales, que ce soit en Belgique, que ce soit aux États-Unis, un peu partout dans le monde, il y avait déjà ces questions-là. Mais en octobre dernier, quand tu me contactais, c'était à la fois en réaction par rapport aux sculptures qui étaient déjà présentées par Wangechi-Mutu au Metropolitan Museum sur la question de la représentation de la communauté noire aux États-Unis. Et donc, moi, je pense que la raison et la raison pour laquelle je me suis intéressé à aux deux structures, c'était simplement parce que j'avais plus besoin de questionner l'histoire, de comment est-ce que nous représentons et quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour parler de représentation, en fait. Est-ce que la représentation, il s'agit juste d'une morphologie humaine ou quels sont les mécanismes d'écriture ou de représentation d'identité en quelque sorte.
et je pense que les mouvements de revendication, si on se réfère un peu à ce que le professeur Marianne Hirsch parle à propos de post-memory, c'est que je pense que les sociétés, que ce soit, enfin, il y a une transmission du trauma en quelque sorte, ou une transmission du silence ou d'une non-représentation, enfin, qui passe finalement des générations antérieures vers les générations suivantes. Et en fait, c'est une revendication, et il y a des questionnements sur comment être représentatif ou faire partie de cette société qui est telle qu'elle est aujourd'hui. Et je pense que ma réponse en apportant ces deux sculptures pointe plutôt la manière dont on pourrait analyser les mécanismes à la fois d'écriture, de représentation dans l'espace public. Évidemment, ça ne donne pas de réponse. Mais tout le mouvement ou de brasserie, c'est des moyens par lesquels les gens véhiculent leur message, véhiculent leurs idées, leur poésie, leur appartenance au monde ou appartenance à une société, en quelque sorte. Mais on va poser quand même la même question à Dominique Taffin, parce qu'on parle des listes qui sont établies par des militants à Lyon, mais aussi des militants à Fort-de-France. Je parle de la Martinique, évidemment, quand je pense au statut de Victor Schleicher. Et puis ce matin, votre fondation était de nouveau dans le journal, parce que maintenant, l'Élysée a demandé aussi de faire une liste avec des noms qu'on peut, on est invité à utiliser pour des rues, des espaces publics. Comment vous voyez cette situation? Est-ce que c'est une situation de crise? Sans doute, il y a une forme d'urgence dans ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois. Maintenant, je crois que dans cette question, en fait, il y a plusieurs temporalités qu'il faut mettre en œuvre dans le travail qui est celui de regarder, d'abord de comprendre en fait ces mouvements, parce que en fait, ça n'est pas une nouveauté qu'il y ait de l'iconoclasme sur des statues ou sur des monuments. De iconoclasme et non plus de vandalisme? La question du vandalisme, c'est un terme évidemment qui est intervenu dans le cadre de la Révolution française et qui évidemment a une connotation assez forte. Donc bien évidemment, elle pose déjà un discours de jugement sur ce qui se passe. Il est clair qu'on a des situations qui ont été assez différentes finalement, mais qui ont été dans les médias présentées en fait de façon plutôt uniforme, parce que c'est vrai qu'elles sont venues, elles ont connu une amplification dans un contexte qui est particulier, c'est celui d'une protestation, c'est celui d'une colère contre une énième manifestation du racisme. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est que par exemple ce qui s'est passé en Martinique en fait a précédé de quelques jours en fait le grand mouvement en fait soulevé en fait par Black Lives Matter. Vous parlez de ce qui s'est passé en Martinique. Alors le 22 mai 2020, donc puisque en fait un petit groupe de jeunes activistes en fait a le jour, donc le 22 mai, c'est pas un jour anodin, c'est le jour en fait de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Martinique. Et ce 22 mai en fait c'est un jour déjà qui a un sens très fort, puisqu'il commémore justement une insurrection des esclaves qui ont, en 1848, du coup, arraché par anticipation la liberté générale qui était en fait attendue depuis déjà quelques mois. Donc en fait, un jour qui est un jour justement qui met en avant l'insurrection des esclaves, c'est aussi le jour où finalement deux statues du grand abolitionniste français, qui est Victor Schleicher, sont abattus.
Et là, avec une revendication qui est nette, puisqu'il s'agit en fait de mettre en cause en fait un discours paternaliste d'une personnalité extérieure, qui est aussi évidemment le grand papa blanc, qui est aussi la mère patrie finalement. Oui, mais il y a dans le collège voilà. Schlösser, il y avait Fanon, il y avait Césaire, il y avait Glissant, et tout d'un coup, Schlösser n'est plus le sauveur. Oui, mais ce qui était surprenant, c'est que finalement, cette discussion sur Schellcher, elle avait déjà eu lieu 40 ans plus tôt, dans les années 60, avec le travail des historiens. Et en fait, de le voir réactiver aujourd'hui, évidemment, on essaye de comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a autour qui fait que qu'on dise qu'il n'y a pas de statue, par exemple, qui représente justement les esclaves en Martinique. Il existe une statue de René, en fait pas René Coco, René Corail, qui représente une femme armée avec un enfant mort ou blessé dans les bras, qui représentait en fait cette idée. Et ça, c'est le mouvement des années 70, c'est-à-dire le mouvement justement nationaliste qui avait commencé à proposer en fait d'autres symboles, mais sans enlever les anciens. Okay. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, ces anciens symboles finalement deviennent à nouveau intolérables. Et donc, bien évidemment, ça a créé en fait finalement sur place une vraie discussion parce que pour les anciens, finalement, qui avaient fait ce combat de mettre au jour cette histoire, ils avaient l'impression que c'était tout à refaire. Voilà. Okay. Et en réalité, donc, il faut creuser un petit peu plus loin en fait, pour essayer de comprendre. En fait, et bien évidemment, on peut voir que là, il y a une situation qui est une situation à la fois de crise sociale, de crise aussi générationnelle, qui est en œuvre, en cours à la Martinique, qui est le vieillissement de la population, l'exode des jeunes, une absence finalement de vision pour l'avenir aussi et de projets pour l'avenir pour les jeunes, qui finalement vient nourrir à nouveau en fait ces positionnements. Et maintenant, vous participez avec la Fondation à une sorte d'iconoclasme préventif, comme un prophylaxe. Non. 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 Ah, c'est non, quoi par alors? contre, ce que nous faisons, en fait, voilà, nous faisons avec donc nos instances. Nous avons un conseil scientifique, nous avons aussi un conseil des territoires. En fait, entamer d'abord une vraie réflexion en fait sur les politiques publiques, en fait, de cette mémoire publique, de ce paysage mémoriel qui est en place ou qui n'est pas en place d'ailleurs, ce qui est là et ce qui manque. Maintenant, l'annonce à laquelle vous faites allusion du président de la République, donc c'est un projet d'une commission en fait que le gouvernement va mettre en place, qui d'ailleurs a un cadre, enfin voilà, qui sera sans doute précisé, voilà, dans les jours à venir. Pour sa part, la fondation a commencé depuis quelques mois à travailler sur des questions plutôt à travers les réseaux sociaux, à travers ce qu'elle fait sur le numérique, par exemple, de mettre en valeur des personnages, voilà, que ce soit évidemment des personnes comme Édouard Glissant, comme Frantz Fanon, des grands intellectuels, de grands écrivains, mais aussi des acteurs, des militants dans l'histoire depuis le 19e siècle et même avant. Donc pour pouvoir déjà donner une connaissance en fait sur ces personnages. Et je pense qu'il n'y a pas évidemment une seule réponse. La réponse des artistes, la réponse dans l'espace public, elle est importante et il y aura bien à faire. Et certainement, elle est tout à fait, je dirais, multiforme, parce qu'en réalité, la question, c'est pas on déboulonne ou on déboulonne pas, c'est pas on laisse et puis on ajoute, c'est aussi de penser totalement l'interaction qu'on peut avoir avec ces monuments existants. Qui, d'une certaine manière, font patrimoine, sont voilà, patrimoine contesté. Voilà, enfin, il y a vraiment quelque chose de très Je vais demander à là-dedans. Yves Le Fur ce qu'on peut faire avec les statues, parce que bon, il y a quand même la figure d'Abbé Grégoire qui disait, écoute mes amis, il faut peut-être détruire quelques sculptures, mais d'autres sculptures ou bien d'autres œuvres d'art, on doit les punir, donc on va les mettre dans le musée. Et il y a pas mal de gens qui disent, écoute, il faut continuer à déboulonner les sculptures pour pouvoir les mettre dans le musée. Est-ce que les musées peuvent être les prisons idéales pour ces sculptures? Parce que finalement, une sculpture publique n'est jamais neutre. Un espace public n'est jamais neutre. On le voit
aujourd'hui que, en fait, on ne raconte pas l'histoire d'un homme, mais c'est la construction qu'on fait autour de cet homme ou cette femme. Yves Le Fur, est-ce qu'il faut les mettre dans le musée comme punition? Oui, mais les musées ne sont pas des lieux morts. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui les fréquentent, qui viennent y chercher un certain nombre de compléments, de plaisirs, de connaissances à leur vie. Ce qui est assez curieux, c'est à la fois en fait notre regard qui change en permanence en fonction de l'histoire. C'est tout à fait typique pour les arts non occidentaux, à savoir que ça a été de l'art dénaturel et puis ensuite c'est devenu de l'art primitif, puis de l'art premier, puis de l'art extra-occidental. Et en fait, cette construction, elle ne cesse jamais par rapport au regard et elle ne cesse jamais aussi par rapport à ce qu'on demande à ces objets. La demande du public qui vient au musée, au musée du Quai Branly, elle a tout le temps évolué. Et donc moi je reviendrai aussi sur ce que disait Dominique Taffin, à savoir par exemple qu'il faut avoir une assurance de l'histoire, de la provenance. On travaille énormément à l'heure actuelle sur la question des provenances, pour pouvoir mettre ces objets dans un contexte qui ne soit pas fantaisiste ou colérique ou passionnel ou émotionnel. C'est ce qui s'est passé malheureusement au musée du Quai Branly récemment et au pavillon des sessions du Louvre, où on a une erreur complète sur la pièce, l'objet qui est choisi et ce qu'on lui accorde. Donc il faut qu'on ait ces deux choses, à la fois cette relativité qui est relativement nouvelle en histoire de l'art et dans les musées, où avant il y avait un bon savoir. Et si vous voulez, la question de la recherche, que ce soit archives, documentaires, etc., sur les réelles conditions dans lesquelles ces objets ont vécu. Samy parlait tout à l'heure de social life des objets. Je crois qu'on peut même parler de biographie des objets. C'est-à-dire que de voir comment ils ont été, la vraie vie qu'ils ont eue et le changement relatif qu'on peut avoir sur eux. Mais comme spécialiste de musée, Quai Branly, donc vous êtes aussi d'accord avec certains théoriciens qui disent, écoute, il faut oublier ces histoires de passion émotionnelle parce qu'à un certain moment, on doit absolument se dire que ces statues font partie d'un processus d'autonomisation et ces statues vont devenir des images artistiques. Est-ce que c'est possible d'évacuer tous ces éléments subjectifs, émotionnels et passionnels en disant, écoute, laissons ces sculptures, ce côté, maintenant, après toutes ces années, un côté autonome? Non, on ne l'évacue pas et au contraire, il faut qu'il continue à exister pour qu'il y ait une relation entre ces œuvres, je dirais pas des représentations, je dirais pas des images. Ce sont des œuvres qui ont été faites par des artistes et qui transmettent quelque chose de plus que leur seul usage. Et ça, c'est important que des jeunes viennent voir des œuvres, soient touchés d'une certaine manière. Le pire, c'est l'iconoclasme. On l'a connu à plusieurs reprises dans l'histoire, on le connaît encore de manière récente. Quand c'est détruit, il n'y a plus rien. Là, je veux dire... Je ne sais pas ce qu'on fait à ce moment-là. Petite question, quand vous étiez ici pour le dévoilement de Brass Band Johari de Sami Balochi devant le Grand Palais, vous m'avez écrit un email et dans ce mail, vous disiez « J'aime bien la proximité de ces deux instruments musicaux avec la sculpture de Jean Cardot, de Général de Gaulle. » Je voulais toujours poser cette question. Pourquoi vous y étiez touché par ça? Mais vous m'en avez d'abord parlé, Chris. C'est vous qui avez été le premier sensible à cette proximité
qui est en effet intéressante. Est-ce qu'elle est surréaliste? Est-ce qu'il y a une histoire qui commence à se créer entre l'œuvre de Samy et cette figure? Voilà, c'est à suivre. Simon, qu'est-ce que les sculptures publiques peuvent nous offrir que d'autres instruments ne peut plus nous offrir? Et je parle de nouveau de Gramsci qui disait, écoute, dans cette période d'interregnum, dans cette période avec des symptômes morbides, même des maladies infantiles, j'utilise les termes de Gramsci, il faut quand même réfléchir à des instruments, des sujets, qui peut adresser cette audience en crise. Est-ce que les sculptures publiques d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut les réécrire, revisiter? Est-ce qu'il faut les détruire? Est-ce qu'il faut les punir? Non, je crois que quand on parle de sculpture publique ou d'œuvre publique, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a une espèce de concaténation d'idées. Je pense que d'abord, les sculptures publiques telles qu'elles doivent être déboulonnées ou pas, je reviendrai là-dessus ensuite, sont des volontés de puissance, sont des évocations nationales. Elles n'ont rien à voir avec l'art, même si elles peuvent avoir été commandées à des artistes. Elles sont là pour commémorer une grandeur. C'est pour ça que le brass, entre parenthèses, de Samy me faisait sourire, parce qu'il est à la fois funéraire et joyeux. Le brass band, ça devient funéraire et joyeux. Et donc cette commémoration-là ne correspond qu'à une idée que la nation se fait d'elle-même, et non pas au sujet qui habitent à l'intérieur de cette nation. Donc nous avons par exemple en France ou dans tous les pays occidentaux toute une espèce d'histoire de ces pays en question qui sont représentés par ce qu'ils ont mis là pour le public. Et encore, je ne suis pas certain qu'il ait mis pour le public, c'était pas plus de l'autocélébration. Mais l'histoire évolue. Quand on est un grand colonialiste et qu'on bâtit des sculptures à la gloire des grands colonialistes, ça fonctionne à un moment. À un autre moment, nous nous retrouvons en 2021 et la France, triomphante et colonialiste qu'elle fut, n'est plus cette même France. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de citoyens français aujourd'hui qui peuvent être en contradiction intellectuelle avec ce qui représente la gloire de la France. On parle, en Haïti, on appelle ça déchoucage. Mais Schœlcher ne fut pas le premier, par exemple, c'est une parenthèse. En Martinique, au début des années 90, on décapitait Joséphine. Donc cette histoire de représentation et de l'espace public est une vraie problématique, parce que l'espace public, c'est quoi? C'est la police, c'est la République grecque. Ça veut dire qu'il y a un endroit où chacun se retrouve. Or, jusqu'à présent, dans les pays occidentaux, le système n'était pas fait pour que chacun se retrouve, puisqu'il y avait l'autre, qui est devenu aujourd'hui nous, mais qui est un nous qui demeure problématique. On voit bien les différents traitements encore, les problèmes de violence policière ou pas violence policière, l'affaire de ce producteur. Donc il y a un nous qui est beaucoup moins aisé, qui est un millefeuille à gérer que le nous précédent. D'autant plus que ce qui représentait la grandeur du pays en question représentait aussi la défaite de l'autre. Et donc, comment vivre, comment faire coexister tout cela? Et je ne suis pas contre le fait, j'avais entendu ça quelque part, que tous ces objets qu'on voit dans la rue soient contextualisés et qu'effectivement, on en mette certains en prison, pas qu'on les déboulonne, mais qu'on explique à quel moment de l'histoire ils appartiennent, pourquoi ils sont là, qui sont ces personnages-là, donc qu'ils soient vécus de manière ethnographique et non plus de manière politique ou plurielle. Parce que l'histoire a changé, la population, pas seulement française, la population des grandes capitales du monde a changé, et on ne peut plus faire comme si l'autre n'existait pas. Donc ces choses-là sont comme des fantômes du passé, comme une grandeur louche, mais qui s'adresse à des gens pour lesquels ça peut être des représentations violentes, même s'ils ne savent pas vraiment à quoi cela s'adresse. Et je comprends bien le cas Schœlcher. C'est que le problème de l'abolition
c'est qu'elle est faite par une instance supérieure. C'est encore une espèce d'infantilisation et d'instrumentalisation de la chose abolie. Je veux dire, ce ne sont pas les nègres qui ont dit nous nous abolissons. Ce sont d'autres qui sont quelque part coupables, qu'ils soient de grands penseurs ou pas. Ils font quand même partie de la puissance occupante. Et c'est encore une façon de volonté du prince qui vaut le coup d'être interrogé sérieusement et intellectuellement, je pense. C'est intéressant que Dominique Taffin, quand elle mentionne donc la commande qui est faite quand même par l'Élysée, j'imagine, d'établir une liste avec des noms possibles qui figurent. C'est intéressant que tous les présidents français, à partir de Sarkozy, surtout à partir de Sarkozy, qui se sont exprimés sur la relation de la France avec l'Afrique. Et je vois ça d'un point de vue dans le contexte culturel. Sarkozy disait « L'homme africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire ». Et François Hollande réplique « Le temps de Franc-Afrique est révolu. Et puis maintenant, Emmanuel Macron, la France a une part d'Afrique en elle. Nos destins sont liés. » C'est assez intéressant, non, que tout ça, ça tombe ensemble. Comment ça se fait, Simon? Je pense que si on en fait une si grande publicité, c'est parce qu'il y a un problème. Et chacun... D'où vient ce problème des universités américaines? Parce que le New York Times a signalé il y a quelques semaines qu'en fait, le fait qu'on parle tout d'un coup de la race, ici en France, parce que la race, dans le contexte du universalisme, était toujours tabou, hein? C'était presque une forme de laïcité, n'est-ce pas? Est-ce que c'est du import de American Black Universities? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est un décilement. J'ai entendu par voix rapportée comme ça que, par exemple, Macron, devant les gamins, reconnaissait qu'il y avait un délit de faciès en France. Je crois qu'il y avait simplement des tabous sur cette république laïque, etc., où il n'y a pas de couleur, un truc colorless, colorblind, où aujourd'hui on est bien obligé d'admettre que quand on est un arabe dans la rue, on a 90 fois plus de chances de se faire contrôler que quand on est breton. Et donc ce sont simplement des choses qui existent, qui sont là, mais que la globalisation, là pour le coup au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire que l'effet papillon, le fameux effet papillon, commence à fonctionner. C'est-à-dire que quand on assassine Floyd à Phoenix, quelque chose se passe ici, d'autant plus qu'ici, il y a des dossiers non réglés. Donc effectivement, le battement des ailes d'un papillon à Phoenix peut faire un ouragan en France. Je veux dire, il y a cette circulation des choses où les gens découvrent tout d'un coup qu'il y a un problème qui est plutôt systémique que particulier. L'Occident a mal à l'Occident et il faut que ça se soigne. Yves Le Fur, comment un musée comme le musée Quai Branly peut répondre à toutes ces questions au bien? Est-ce qu'on peut activer le musée Quai Branly avec toutes ces questions? Oui, je pense que c'est un peu ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, la formule était un peu peut-être pompeuse, celle du dialogue des cultures. Elle est peut-être aussi considérée comme trop douce ou trop universaliste, trop édulcorée. Maintenant, universaliste, c'est aussi... disons que au musée du Quai Branly, on essaye et on continue d'essayer à montrer des contacts, des mélanges. Par exemple, j'étais en train de penser là à une exposition qu'on prépare sur les figures du carnaval de la New Orleans, qui sont les Chief Indians, et ce mélange où donc les esclaves africains allaient se réfugier dans des réserves indiennes et qui sont commémorés encore par des costumes et toute une culture qui est très, très intéressante. On a aussi un projet avec Barthélemy Togo qui s'appelle Désir d'humanité. C'est Togo qui dit ça. Donc par toutes sortes de formes, on a comme ceci une approche qui consiste
à tester, à sentir, à donner la parole, pas seulement à des conservateurs, mais aussi à différentes personnes. Et c'est notre rôle à l'heure actuelle. Simon, tu voulais réagir? Oui, non, je voulais réagir sur le dialogue des cultures, qui est une expression, je ne savais pas si qu'on l'employait encore. Mais je me souviens, par exemple, qu'il y a un type qui a débarqué à la Tate et s'est aperçu qu'il n'y avait pas de conservateur d'origine africaine à la Tate. Il s'est débrouillé pour qu'il y en ait 2 qui soient engagés. Ma question par rapport au dialogue des cultures, qui renvoie aussi à la question de l'abolitionnisme, c'est combien de conservateurs étrangers, ou en tout cas non gaulois, travaillent à ces sujets au Quai Branly. Mais vous avez raison. Vous avez raison parce que c'est une... on fait venir régulièrement des collègues d'Afrique ou d'autres continents pour pouvoir faire des séjours, en quelque sorte. Moi, depuis très longtemps, je voudrais qu'on ait des résidences de conservateurs sur des périodes plus importantes. Et vous avez raison que la formation telle qu'elle se fait à l'heure actuelle, elle ne permet pas d'avoir ces conservateurs. Maintenant, on a une liberté dont il faut que, et on travaille à ça, il faut la saisir, qui est qu'on n'est pas obligé de prendre que des fonctionnaires. On peut tout à fait prendre des spécialistes et c'est une évolution qui est tout à fait souhaitable et je partage votre avis. Dominique Taffin, on parle du dialogue de culture. Est-ce que dans ce contexte, est-ce qu'on peut de nouveau faire un pas en arrière et de se dire, écoute, peut-être il fallait mieux écouter ce fameux glissant. Glissant, quand il parle de ce musée d'archipelago, l'archipel, il dit aussi cet échange des cultures, ce dialogue des cultures. Il n'a pas utilisé ce mot dialogue, mais enfin, dans son archipel, il dit « Et ceci n'est pas une question de compassion, mais une condition de survie. Nous devons apprendre de se souvenir ensemble. » Est-ce que là, vous voyez un rôle aussi pour la Fondation, justement ce mot-clé ou cette méthode, se souvenir ensemble? Est-ce que c'est peut-être plus précis que dialogue, échange? Parce que votre fondation, finalement, s'appelle Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Oui, et il est important de préciser que justement la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, ce n'est pas simplement la fondation de la mémoire des esclaves. Il ne s'agit pas de renvoyer, en fait, c'est la mémoire de certaines personnes qui sont français et on fait quelque chose pour eux. C'est quelque chose qui est en fait au cœur, et ça c'est vraiment un travail sur lequel nous sommes assez attentifs, c'est que cette construction de la France moderne, elle se base sur déjà un premier système mondialisé et qui repose sur l'esclavage. Et déjà de comprendre que cela apporte la richesse, que des objets qu'on va trouver dans des collections d'objets d'art, par exemple au musée du Louvre, et ça ce sont des choses qui ont été déjà bien démontrées par un certain nombre de chercheurs, aussi bien d'ailleurs français que étrangers, sont intimement liés à cette histoire, et de les regarder avec ce regard, ça permet de donner aussi une forme de profondeur et d'arrêter finalement de s'exonérer de la réflexion effectivement sur ce passé qui a mis en présence de façon évidemment infiniment inique, infiniment fondée sur un rapport de domination. Il y a déjà 300, 400 ans des gens qui constituent aujourd'hui, et depuis
pour certains, enfin leurs ascendants, depuis déjà des décennies, qui constituent la nation française. Donc c'est vrai que le travail que nous avons à faire, en fait, c'est vraiment de porter cette question-là à l'ensemble, en fait, de la communauté française. Et on est évidemment tout à fait à l'inverse de démarches dites communautaristes ou victimaires. Nous pensons que justement cette histoire mondiale de la France qui commence un petit peu à être, voilà, à sortir, hein. Il y a beaucoup de choses qui paraissent, de travaux d'historiens, parfois destinés à un plus large public, et l'offre maintenant en ligne aussi devient relativement consistante, on s'en réjouit beaucoup. Cette histoire de mondiale de la France doit arrêter d'être vue évidemment de ce point de vue eurocentré, et en fait tout ce travail qui doit être fait à l'école, mais aussi vis-à-vis des adultes, hein, par la sensibilisation, par ce qui se passe dans les médias, tout simplement. Hein. Et là aussi, il y a un dialogue tout à fait constructif qui a été ouvert par le président de la Fondation avec les grands médias publics, pour que, justement, au nom même de l'universalisme, et que ce ne soit pas une espèce de mot creux et vide de sens, voilà, on puisse actualiser finalement notre cadre de référence en permettant des perspectives multiples. Et ce fameux récit national qui n'est pas ce roman national de la Troisième République, et la Troisième République qui justement, c'est elle qui a fait le plus de monuments, hein, pour revenir à la question. C'est évident qu'il y a eu une espèce de flambée de monuments sous la Troisième. On parle d'un statut-manie. Absolument. Statut-manie. Absolument. Et donc c'est presque inévitable d'une certaine manière qu'on se pose aujourd'hui la question de réévaluer. Moi, une chose qui me frappe quand je réfléchis à cette question, c'est finalement de voir que cette démarche de la réévaluation, elle est en œuvre à la fois dans plein de domaines du patrimoine, c'est dans les bibliothèques, c'est dans les archives. Et donc, voilà cette question finalement aussi de la folie patrimoniale des années 80-90, bah, aujourd'hui, voilà, elle voit peut-être un peu son revers. Et puis un autre aspect qui m'intéresse, enfin je me pose la question, mais justement il y a des personnes ici qui pourront réagir, c'est aussi de se dire si finalement des pratiques aussi de l'art contemporain qui sont justement d'interroger la pérennité. On va demander œuvres, cette question. Ne doit pas... Oui. On peut demander cette question à Sami Balochi. Ouais. Il est où? Sami, parce qu'il y a des problèmes de son entre Paris et Bruxelles, mais je peux m'imaginer que tu es de nouveau là. Est-ce que tu veux que Dominique repose sa question? Parce que je pense que c'est une question qui est parfaite pour toi. Dominique. Oui, en fait, ma réflexion, c'est en quoi en fait la pratique des artistes aujourd'hui qui interroge finalement la notion de l'œuvre d'art. Enfin bon, c'est pas tout neuf, évidemment, on va remonter à Duchamp, etc. Mais aujourd'hui aussi, par la performance, enfin, par l'idée de quelque chose qui est inscrit dans le temps, qui n'est pas forcément pérenne, qui n'est pas là, gravé dans le marbre, et du coup, qui ne répond pas à la notion, justement, que Simon, tout à l'heure, évoquait du monument, qui est une émanation, finalement, de pouvoir et d'autorité. Donc, est-ce que, voilà, vous pensez que ça, pour les artistes aujourd'hui, voilà, ça a du sens de faire une œuvre qui peut être dans l'espace public et qui puisse ne pas forcément être prévue pour durer éternellement? Sami. C'est une question très intéressante. Je pense qu'il a déjà été établi que les statuts antérieurs répondaient à une fonction de l'État ou une propagande. Mais par exemple, aux États-Unis, il y a à Philadelphie cette association du nom de Monument Lab, où en gros, c'est des gens qui étudient les interventions dans l'espace public et qui font venir des artistes ou des chercheurs. Après, je pense que la bonne question, c'est... Enfin, je pense qu'il y a déjà cette définition de l'espace public comme étant un espace contrôlé, un espace où finalement, c'est pas forcément le civil qui va prendre la parole. Et même enfin, quand on va aussi au Congo, les gens se font abattre dans l'espace public, donc on ne prend pas forcément la parole. Mais c'est prendre espace, prendre la voix dans l'espace public. Je pense pas qu'il faille penser à un futur, enfin à ce que les monuments puissent rester le plus longtemps possible, mais c'est comment
faire sens au sein de la communauté. C'est comment cette communauté qui s'est réunie, que ce soit par la société civile, en conversation avec les artistes et les chercheurs, mettent ensemble un dispositif qui, par la suite, peut se transmettre de génération en génération. Mais je ne pense pas que les monuments soient une solution pérenne, en quelque sorte. Si on regarde un peu, en parlant de comment les choses changent de signification après un certain temps, c'est pas évident, quoi. Je pense que Yves Le Fur voulait réagir sur ce que Dominique disait. Non, pas particulièrement. Non. Ok. Simon? Non, il y a effectivement un côté éphémère et une espèce de nécessité de réévaluation permanente, parce que nous ne regardons pas les choses de la manière dont elles furent conçues. Et non seulement nous ne les regardons pas de cette manière-là, mais nous y mettons une autre forme d'analyse. Et nous sommes beaucoup plus nombreux à regarder ces objets-là, qui étaient réservés à une certaine partie. Mais je me souviens d'un ami qui était directeur de musée à Düsseldorf, qui a eu une vraie bronca de la part de son équipe, quand il a demandé à 2 artistes contemporains de réinstaller la collection permanente. Et je pense que c'est plutôt ça. C'est pas une question de monuments pérennes ou non pérennes, mais c'est une question d'autre regard. Je crois qu'il faut, comment dirais-je, bafouer ces objets, mais les bafouer avec un discours artistique, pas en collant de la peinture. C'est-à-dire que les faire tomber de leur piédestal, mais par l'art, par un regard contemporain qui les ramènerait à leur nudité en quelque sorte. Tu parles de Elana Anatsui, qui va donc, l'exposition avec les sélections de Elana Anatsui va commencer le 15 décembre, aussi dans le cadre de Afrique 2020. Yves Le Fur, est-ce que ça ne sera pas intéressant d'inviter de plus en plus des artistes à travailler avec la collection du musée Quai Branly? Ah oui, mais c'est fait déjà depuis la création du musée. Là, de toute façon, justement, je parlais de Barthélemy Togo qui va revisiter les objets de la Fondation Dapper avec un titre qu'on n'oserait plus, qui s'appelle Désir d'humanité. Ouh là là. Mais je veux dire, il n'y a qu'un artiste qui peut se permettre, se permettre quelque chose qui est quand même très très beau. Dominique, on parle des projets pour l'avenir. Vous êtes en train de travailler sur un projet qui s'appelle une sculpture publique pour la mémoire de l'esclavage. Il y avait un concours. Est-ce qu'avec toutes ces discussions autour de ce qui se passe, est-ce que vous avez changé les critères de jury, les critères de jugement? Est-ce que vous êtes nerveux? Je voudrais d'abord être très claire. En fait, le projet du mémorial aux Tuileries, c'est un projet de l'État. C'est un projet très important. Du nouveau de l'État? Absolument, ah oui, puisqu'en fait, le président de la République a annoncé en 2018 en fait, trois grandes actions qu'il prenait pour se saisir en fait de la question effectivement de cette mémoire de l'esclavage. C'était la création de la fondation, donc qui existe depuis maintenant 1 an. C'était aussi l'évolution du Mémorial Act, qui est un magnifique bâtiment qui a été donc ouvert en Guadeloupe il y a maintenant 5 ans. Oui, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est de le transformer, puisqu'en fait, c'était en fait à la fois un centre d'interprétation, un lieu de rencontre artistique. Oui, je sais. Et en fait, sa décision, en fait, c'est de le faire évoluer vers un statut, disons, plus institutionnel encore, qui est celui, en fait, d'un musée de France et d'un musée référent, en fait, sur la question de l'esclavage. Et la troisième, c'est donc d'ériger ce mémorial dans le jardin des Tuileries, et donc qui est sous maîtrise d'ouvrage de l'établissement public du Louvre. Ok. Sami Balochi, ici, dans ce contexte, on te demande de faire une sculpture publique avec le thème de Napoléon. Est-ce que tu accepterais, ou bien comment tu approcherais Napoléon I, excusez-moi. Est-ce que tu accepterais, comment tu approcherais ce thème-là?
Ben, il faut Public, savoir déjà Napoléon. Public et Napoléon. Mais quel pays? Évidemment, on parle de la France. On a déjà un à Waterloo à côté de toi, à Bruxelles, mais on parle de la France. Ben, Que ça existe, une sculpture publique comme vaccination homéopathique, par exemple. Mais écoute, la question, c'est déjà, je pense que déjà avec les sculptures que je présente là, je me pose la question sur la représentation, enfin sur cette question de est-ce qu'il faut forcément représenter un corps humain, et est-ce qu'il faut forcément, enfin quels sont les éléments qui font que, enfin qui permettent une polysémie, une lecture plurielle qui ne soit pas que unique, qui ne soit pas que une monovision, quoi. Euh, et je enfin, ça dépend de l'intérêt. Il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. C'est le lieu, pourquoi. Enfin, la commission ne se fait pas juste par le fait d'être à même de le faire ou pas, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux qui se mettent en place. Pour le cas, par exemple, pour le Grand Palais, c'est intéressant de toutes les questions que tu mettais en perspective par rapport à la construction du bâtiment, par rapport à l'exposition Art Nègre de Léopold Sédar Senghor. Donc, je saurais pas répondre directement comme ça sur Napoléon. Je pense qu'il y a des questions du public. Voilà, je vais voir s'il y a des questions. Merci. Et la première question, c'est que vont devenir ces sculptures quand les travaux du Grand Palais vont commencer? Eh bien, je peux répondre à ta place peut-être, Samy. On va, Oui. disons, emballer les sculptures le 24 février. On va les poser et puis, à l'occasion d'une exposition sur laquelle on travaille ensemble avec Yves Le Fur, qui est une reconstruction critique de la première exposition du Grand Palais en 1966, exposition qui a été initiée par Léopold Senghor et André Marot, qui a eu lieu presque simultanément au Musée Dynamique à Dakar et ici au Grand Palais. Eh bien, on va reposer les sculptures donc sur les socles devant la porte Clémenceau. Voilà, ça c'était la première question. Et entre-temps, évidemment, à côté de Samy Balochi, parce que de plus en plus on travaille dans une situation post-Covid, on a commandé à une artiste colombienne, Diana Velázquez, d'inventer aussi des sculptures publiques qui vont rester devant le Grand Palais sur les colonnes, donc à côté de l'entrée principale, qui vont rester également jusqu'au 24 février. Et puis, on a commandé à l'artiste libanais-français Naël Zeater, qui a fait une bande dessinée formidable autour de l'histoire de la France, une histoire alternative. On a commandé un travail pour la palissade autour du Grand Palais, 800 mètres, 3 mètres d'auteur, une histoire, un conte ou bien une histoire alternative de ce Grand Palais. Deuxième question, allez-vous, et ça je ne sais pas, inviter d'autres artistes d'autres pays à réaliser des sculptures au Grand Palais? Voilà, je viens de répondre, Naël Zeater, Diana Velázquez, et évidemment, on ne va pas arrêter parce que vous savez, on a beaucoup de socles vides. Ici, vous voyez Naël Zeater, on a beaucoup de socles vides devant le Grand Palais. Ça ne veut pas dire qu'on doit mettre des sculptures partout parce que Paul P. Preciado a écrit cette semaine dans Art Forum un article sur le statut public que vous devez absolument tous lire. Il a demandé parfois, c'est mieux de garder un socle vide au lieu de poser une sculpture. Dominique, c'est peut-être une bonne idée pour la création, pour la mémoire de l'esclavage. Un socle vide, ça vous tente? Qu'est-ce que vous dites ça? Non, mais c'est une question je sérieuse. Sors mon joker. Non. En fait, évidemment, sur les commandes qui seront passées, je crois que c'est vraiment le projet des artistes qui doivent
qui doivent pouvoir être examinées. Et je crois aussi que c'est important de penser à la réception de l'œuvre, qui doit être, enfin du dispositif, qui doit être regardé, qui doit être visité, qui doit être parcouru. Donc, en tout cas, il est certain que de ce que nous savons, il y a un certain nombre de villes qui sont engagées, que ce soit d'ailleurs outre-mer, hein, Fort-de-France par exemple, qui a commencé à travailler justement avec une commission qui travaille sur l'ensemble de ces questions, des noms de rues, des statues, hein, parce qu'on n'a pas parlé de Joséphine, en fait, qui a une histoire pourtant absolument passionnante, parce que justement, vraiment de l'érection de cette statue en 1859 jusqu'à juillet de cette année, et on ne sait pas après, c'est vraiment très 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 important en fait de comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Et donc voilà, il y a ce travail que la ville est en train de faire, comme un certain nombre d'autres villes qui l'ont déjà fait dans le passé. On peut penser à Nantes, enfin moi je parle de la partie de l'esclavage de Nantes, hein, puisque si on réfléchit en fait aux grands dispositifs commémoratifs qui existent en fait finalement à l'échelle nationale, il y a le mémorial de Nantes. Il y a le MACT, le Memorial Act, donc ce sont finalement deux édifices. Et en sculpture qui a un certain impact, finalement il y en a à ma connaissance qu'une seule, qui est en Martinique, qui est au Diamant, hein, qui est cet ensemble qui a été constitué sur un site d'un échouage d'un navire négrier, en plus de absolument de contrebande, enfin voilà, dans des circonstances assez terribles, et qui a en fait énormément de succès, qui est le monument le plus visité de la Martinique. Donc il y a certainement là encore beaucoup de choses à faire. Les villes ont fait, Bordeaux, etc., mais parfois de façon justement un buste, une statue, une question de représentation physique. Et évidemment, toute la question, c'est l'éventail aussi de création possible. Est-ce que ça peut être une thématique intéressante pour le musée Quai Branly ? Justement, travailler sur les sculptures publiques, sur le changement. Est-ce que, bon, pour poser d'une autre façon, parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui croit beaucoup à cet slogan de Okwuem Wazor qui disait en anglais « Thinking historically in the present », penser d'une façon historique dans le présent. Est-ce que Fanon, Césaire, Glissant, est-ce que eux, ils sont exprimés sur la statue-manie, sur les sculptures publiques ? Je pense qu'on pourrait aussi se poser la question, qu'est-ce qu'une statue ? Pourquoi on a besoin de statues, après tout ? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui est en train de changer profondément par rapport à ce qui a commencé très très tôt dans l'humanité, cette idée d'avoir quelque chose qui gît là et qu'on érige pour créer une mémoire. Et donc, voilà, la question, elle se pose un peu là. Est-ce que la mémoire, est-ce que la transmission, ça passe par là. Simon ? Je crois que c'est l'idéologisation qui tue toutes les choses. Je crois que les gens qui posaient leurs mains dans les grottes pariétales n'avaient aucune intention de créer leur grandeur ou de parler à l'avenir. Ils étaient dans une espèce d'immédiateté. Je pense, je suis tout à fait d'accord, quand Chris citait Glissant tout à l'heure, je pense qu'il est urgent de se souvenir ensemble. Parce qu'il y a toujours une espèce de dichotomie entre le discours des uns et le discours des autres, le vainqueur et le vaincu, pour faire court comme ça, alors qu'on devrait être capable, parce que ces mémoires-là sont liées. On ne peut pas parler de l'esclavage dans les Antilles, par exemple, sans parler de l'histoire de France, etc. Donc toujours regarder les choses par un bout de la lorgnette risque de les rendre plus petites qu'elles ne sont. Et je pense que chacun doit être contraint de regarder l'histoire en face. Parce qu'il y a d'un côté, moi je me souviens de Derrida qui donne une conférence à Jérusalem et il commence en disant « Je n'ai aucune passion pour les victimes ». Évidemment, ça a fait un scandale pour son auditoire.
il a mis 1h30 à s'expliquer. Mais j'aime bien cette formule. Je crois que il n'y a que des humains aujourd'hui, face à face, et que ces mémoires-là doivent se confronter pour pouvoir sortir autre chose. Je ne pense pas qu'un mémorial soit une solution quelconque, mais si mémorial il doit être construit dans une perspective plus large que celle de se souvenir de l'esclavage. Parce que l'esclavage ne se réduit pas à l'esclavage, comme tu le sais très bien. C'est presque l'heure, donc dernier mot aux artistes, à l'artiste Sami Balochi, le créateur de Johari Brass Band, qui va rester devant le Grand Palais jusqu'au 24 février. Sami Balochi, est-ce qu'on a encore besoin des mémorials, des sculptures publiques? Mais je pense que il y a la question d'une part de la mémoire, la question de la transmission, mais aussi la question de l'activation. Enfin, moi, je crois plus dans cet esprit d'activer une mémoire par les communautés. Enfin, après, les sculptures, je sais pas, je pense pas qu'elles ne racontent qu'une histoire unique. Enfin, c'est même pour ça qu'aujourd'hui nous les remettons en question. C'est parce que elles ne sont pas toujours d'actualité. Mais l'activation permet qu'il y ait une cohésion à un certain moment, qu'on fasse sens à un moment et qu'on regarde l'aujourd'hui pour pouvoir se projeter. Donc voilà. Et appris comme peut-être une nouvelle forme de stratégie, une tactique. J'aime bien le mot tactique et stratégie. Est-ce que vous avez appris ce soir des tactiques, des stratégies auxquelles vous n'avez pas encore pensé ici ce soir? Ce n'est pas pour donner des compliments. Tu peux aussi dire non, je n'ai rien appris. Mais est-ce que vous avez appris des tactiques et des stratégies? Est-ce que pour créer des sculptures publiques, est-ce qu'il faut des tactiques ou plutôt une stratégie? C'est à moi la question que tu poses? Oui, évidemment. Ouais. Je sais que c'est une question jésuite. C'est une question jésuite. Si j'ai appris des tactiques ce soir. Oui, des tactiques ou d'une stratégie pour développer les sculptures publiques. Non. Non, pas vraiment. Eh bien, merci Sami Balochi. Simon Nangy veut encore dire quelque chose? Non, j'étais persuadé, Chris, que tu citerais le titre du film de Marker. Les statues meurent aussi. Exactement. On va tous regarder. Ce soir, il est sur YouTube, c'est gratuit, il dure une quarantaine de minutes. Les statues meurent aussi de Chris Marker et Alain René. Il ne faut pas oublier Alain René. Et merci Dominique, merci Yves, merci Simon et surtout merci Sami. Et maintenant, il y a de la musique. Merci à vous tous. Bonsoir.